peut-être pour répondre à la question, moi je voulais faire deux séries de réflexions. La première, c'était de me demander si la question qu'on pose est une question importante ou pas. Parce qu'après tout, on peut se demander si il faut vraiment répondre à cette question. Alors, je serais quand même tenté de répondre oui pour deux raisons. La première, c'est que la nature a une valeur en soi. Et la seconde, c'est que la grande tendance depuis quelques années, c'est d'essayer de quantifier cette valeur. Alors, c'est un débat qui est très important sur le plan presque métaphysique, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent on n'a pas à quantifier, on n'a pas à monétariser la valeur de la nature, il faut la protéger pour ce qu'elle est. On peut être tout à fait d'accord avec cette thèse. Le seul problème, c'est que nous vivons dans une société qui est une société, une économie de marché, une société où la valeur dominante est la valeur marchande des choses, et que si vous expliquez à l'utilisateur d'un espace qu'il faut protéger cet espace parce qu'il est beau ou parce qu'il y a une espèce rare, alors qu'il peut en multiplier le prix par 10 ou 100 s'il construit une série de résidences, par exemple immobilières, vous avez peu de chances que ça fonctionne. Alors je voulais quand même donner quelques exemples là-dessus, parce que c'est des choses sur lesquelles on est en retard en France par rapport aux pays anglo-saxons. Il y a dans la valeur de la nature d'abord ce qu'on appelle la valeur d'option. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien la valeur qu'aura la nature, qu'aura une propriété de la nature dans quelques années par rapport à aujourd'hui. Comme vous savez, on a inventorié une toute petite partie de la biodiversité, et il est très possible que dans la biodiversité qui reste à inventorier, voire même dans la biodiversité qui a disparu avant même qu'on l'ait inventoriée, se trouvait une substance qui aurait pu être l'antidote du sida. C'est absolument possible. Nous avons aujourd'hui une grande partie des substances anticancéreuses qui viennent par exemple des coraux. Alors, vous savez que les coraux sont en train de disparaître à vitesse accélérée, à la fois du fait de l'élévation du niveau de la mer et du réchauffement du niveau de la mer. L'île du Pacifique est également utilisée pour des médicaments qui luttent contre le cancer du sein. Donc cette valeur d'option, évidemment, elle est à la fois très importante en termes humanitaires, en termes sanitaires, mais aussi en termes de chiffre d'affaires des compagnies concernées, et on ne peut pas la chiffrer à l'avance. Une autre notion qui est très importante et qui a beaucoup progressé depuis ce qu'on appelait le Millennium Ecosystem Assessment, c'est la notion de service. C'est-à-dire que la nature et les écosystèmes fournissent des services gratuitement à l'humanité. Lorsque vous avez par exemple une zone humide si une rivière traverse une zone humide et que cette rivière est chargée dans une pollution de quantité modérée, la zone humide a un pouvoir d'auto-épuration de la pollution en question. Donc si vous êtes situé en aval de cette zone humide et que vous êtes un chef d'entreprise, vous pouvez soit avoir une infrastructure gratuite dont vous n'avez qu'à assumer les coûts d'entretien, soit détruire la zone humide, construire l'équivalent et ensuite assumer les coûts d'entretien. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, c'est un chiffre qui a été contesté, mais la valeur totale de la production annuelle de flux des écosystèmes, telle qu'elle a été fixée en 1997 par Constanza, était évaluée à 33 000 milliards de dollars par an, ce qui était le double de la valeur du produit de la production mondiale brute par an. Donc c'est-à-dire que si on réintégrait dans les flux marchands les flux de biens et services produits par les écosystèmes, on aurait en gros une multiplication par 3 de la production mondiale. Quelques autres éléments qu'il n'est pas inutile de rappeler. L'Exxon Valdez, ça a représenté en Alaska 89, vous vous souvenez sans doute, ça a représenté 2,5 milliards de dollars de condamnation de la compagnie Exxon, à la fois en frais de restauration des fonctionnalités écologiques et préjudice moral et matériel. Il est probable que ce qui se passe en ce moment en Louisiane, ça sera beaucoup plus. Donc ce record sera dépassé. La France a connu sa première condamnation pour un motif de biodiversité en 2005 par la Cour de justice des communautés européennes pour l'affaire dite des filets sous taille, où elle a été condamnée à une amende de 20 millions d'euros et à une astreinte de 56 millions d'euros tous les 6 mois. Donc on voit que ne pas respecter la nature, en quelque sorte, ça coûte. Bettina Laville, tout à l'heure, nous livrait l'interprétation de Chantal Joanneau en ce qui concerne la raison pour laquelle nous n'avons pas respecté les objectifs de 2010.
Personnellement, je pense que les objectifs qui avaient été fixés n'étaient pas atteignables. Donc, je pense que l'explication de Chantal Joanneau est vraie, c'est-à-dire que les gens n'ont pas compris l'intérêt de la biodiversité, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que les objectifs n'étaient pas atteignables. Et puis aussi, un élément intéressant, la Commission vient de rendre publique sa première évaluation de l'état du réseau Natura 2000, vous savez, qui est rendu tous les 5 ans. En ce qui concerne la France, 17% seulement des habitats sont en bon état de conservation, 20% seulement des espèces désignées au titre de la directive Habitat. Ça, c'est pour la France. Et la Commission constate que les États mettent seulement 20% des moyens financiers nécessaires à l'achèvement, à la sauvegarde et au maintien en bon état de conservation du réseau Natura 2000. C'est-à-dire qu'il manque 80% des financements. Donc évidemment, si on se fixe une stratégie et qu'on ne met pas les moyens en face, eh bien, on ne peut pas y arriver. Je voudrais aussi dire une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des secteurs économiques entiers qui dépendent de la biodiversité. Et que donc, opposer, comme on continue à le faire parfois, l'économie à l'écologie, dans ces cas-là, n'a aucun sens. Je prendrai 2 ou 3 exemples simplement. L'écotourisme, 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. 6% du tourisme international, une croissance de 20% par an. Donc une croissance qui est beaucoup plus rapide que celle du chiffre d'affaires du tourisme en général. Aux États-Unis, le seul chiffre d'affaires pour le birdwatching des seuls oiseaux d'eau, c'est 10 milliards de dollars par an. Le chiffre d'affaires de la Grande Barrière de Corail en Australie, c'est 4,1 milliards de dollars par an. Le secteur de la pêche récréative aux États-Unis, c'est 37 milliards de dollars et c'est 1 million d'emplois. Et puis enfin, pour la santé, aux États-Unis, 10 des 25 médicaments les plus vendus proviennent de la biodiversité. Et ça représente un chiffre d'affaires qui est supérieur à 100 milliards de dollars. Voilà, alors je ne voudrais pas vous assommer avec ces chiffres économiques, parce que je terminerai peut-être par là. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles il faut protéger la nature. Et on en revient à la question de à qui elle appartient. Alors, à qui elle appartient, pourquoi est-ce que c'est lié avec pourquoi est-ce qu'il faut la protéger? Parce que au-delà des aspects économiques, il y a, je dirais, l'aspect conceptuel. Il est évident que la nature, pour chacun d'entre nous, c'est d'abord subjectif, c'est d'abord un regard. C'est le regard que nous posons sur la nature et il est tout à fait différent. Il y a une maxime de Lao Tzu qui disait « la maison est à celui qui la regarde ». Il en déduisait donc un droit, en quelque sorte, et un devoir d'embellissement du paysage par le propriétaire et un droit au paysage par chacun. Sur le plan artistique et culturel, il est très frappant aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, que le principal motif d'inspiration des artistes, en dehors de l'homme, c'est la nature. C'est vrai dans le domaine de la peinture, c'est vrai dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la poésie, etc. Personnellement, je suis très frappé par certaines toiles impressionnistes, notamment celles qui montraient les coquelicots dans les blés. C'est une scène de nature que nous ne pouvons plus retrouver aujourd'hui. Elle a disparu, puisque du fait de l'emploi des produits phytosanitaires, il n'y a plus de coquelicots dans les blés. Donc cette création artistique qui a été rendue possible par un état de la nature à un moment donné n'est plus possible aujourd'hui. Donc la nature, elle a appartenu à ce moment-là au regard de l'artiste. Et aujourd'hui, cette nature-là ne peut plus appartenir à personne puisqu'elle n'existe plus. Et puis alors, pour finir, parce que c'est quand même là-dessus qu'il y a des choses à dire, même si elles ne sont pas forcément les plus intéressantes, elles sont sans doute les plus opérationnelles, à qui appartient la nature juridiquement? Il faut distinguer là, je pense, entre plusieurs choses. D'abord, entre, même si ce n'est pas très joli d'employer ce vocable, ce que j'appellerais la nature meuble et la nature immeuble. Ce n'est pas la même chose. La nature meuble, c'est la nature qui peut se mouvoir, et la nature immeuble, c'est la nature qui ne peut pas se mouvoir. En gros, les droits de propriété sont beaucoup plus difficiles sur la nature qui peut se mouvoir, c'est-à-dire sur les espèces, que sur la nature qui ne peut pas se mouvoir. En général, le foncier est approprié, en tout cas dans les pays développés, et les espèces ne sont pas appropriées. Il faut distinguer aussi entre la nature qui est reconnue internationalement, par exemple les espèces migratrices obéissent à des traités internationaux qui limitent le pouvoir des États et donc de leurs habitants sur elles. Ensuite, il y a des règles nationales et il y a même quelquefois des règles régionales, dans la mesure où, par exemple, en France, les régions peuvent classer des espèces végétales protégées et peuvent créer des réserves régionales en plus des réserves nationales. Il y a une distinction aussi qui est importante, c'est celle qui existe entre res nullius,
Par exemple, dans le domaine de la chasse, une espèce gibier est considérée comme res nullius, mais à partir du moment où cette espèce de gibier est appropriée par un chasseur, elle devient res propria, elle lui appartient. Tu peux juste traduire. Oui. Res nullius, ça veut dire, c'est du latin, ça veut dire qu'il appartient à personne, et res propria, c'est la chose de quelqu'un, donc qui appartient à quelqu'un. Alors, il y a tout un débat qui a eu lieu pour savoir s'il ne vaudrait pas mieux transformer tout cela en res communis, c'est-à-dire la chose de tout le monde, et si ce statut de res communis ne permettrait pas une meilleure protection d'une chose qui appartiendrait à tout le monde. Et puis il y a l'opposition bien sûr entre propriété individuelle et propriété commune. Alors dans la propriété commune il y a plein de choses. Il peut y avoir une indivision, une propriété domaniale, une propriété communale, etc. Et puis il y a également le nouveau concept qui apparaît des biens publics globaux, par exemple l'atmosphère, la haute mer, par rapport à des biens appropriables. Alors, est-ce qu'un de ces modes de propriété juridique, puisque c'est ça la question, à qui appartient la nature, est plus efficace du point de vue de la protection de la nature ou pas? Je pense que c'est très variable selon les cas. Prenons l'exemple de la chasse. Je crois qu'il est reconnu que les chasses privées sont davantage conservatrices à long terme que les associations communales de chasse agréées. Bon, pour des raisons qui sont assez évidentes. Vous savez qu'il y a tout un débat qui a été inauguré par le fameux article de Hardin sur The Tragedy of the Commons, qui en fait est un article qui porte essentiellement sur la surpopulation, mais qui met en avant l'idée que la mise en commun des pâturages, en quelque sorte, aux États-Unis a entraîné un surpâturage et donc une atteinte à la nature. Et donc, il y a eu, à la suite de cet article, beaucoup de travaux pour montrer qu'en fait, le développement des droits de propriété était une bonne chose pour l'environnement. Ces travaux sont contestés par un certain nombre de gens, notamment par Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie il y a quelques mois, et qui montre que dans certains cas, certaines sociétés parviennent à mettre en place des mécanismes de gestion en commun des espaces naturels qui sont tout à fait efficients. Dans le domaine de l'agriculture, que connaît bien un autre de nos intervenants, je ne suis pas convaincu que les modes d'exploitation du type sauve-cause et call-cause ont été plus efficients du point de vue du respect de la nature et de la biodiversité que le mode d'exploitation individuel. Dans le mode de l'appropriation publique, là, je pense qu'il faut faire une distinction. Il y a des cas où c'est tout à fait indispensable, je pense, que la collectivité publique s'approprie un espace naturel, et des cas où ça ne l'est pas. Je prends l'exemple du littoral. Sur le littoral, nous avons une demande de littoral qui est infinie, on peut le dire en France, si on prend l'exemple de la France, et une offre de littoral qui par définition est finie, sauf si on se met à construire des polders et des digues rapidement. Donc on n'arrive pas à un prix d'équilibre, parce que pour arriver à un prix d'équilibre, il faut que l'offre et la demande puissent s'équilibrer. Et donc l'appropriation par la puissance publique est à mon avis une bonne solution. En revanche, si on prend l'exemple des forêts, sur les forêts, qui est un milieu moins menacé que d'autres en France, on a clairement un prix d'équilibre, et là l'appropriation publique n'est pas forcément nécessaire, d'autant plus que pour déboiser une forêt, il faut vraiment se lever de bonne heure en France, parce que c'est un milieu qui est extrêmement protégé. Pour terminer, je pense simplement que d'une manière générale, une meilleure définition des droits de propriété est sans doute une chose utile pour protéger la nature. On le voit aujourd'hui dans le mécanisme déforestation évitée, qui est un peu la seule chose qui a ressurgi de Copenhague. Ce qui freine beaucoup pour la mise en place de ce mécanisme, c'est précisément l'absence de droits de propriété bien définis dans les pays où il y a des forêts tropicales, voire même l'absence de cadastre. Alors certes, on peut se dire que les communautés indigènes pourraient se faire les gardiennes de ces droits de propriété, mais c'est assez difficile lorsqu'il n'y a ni cadastre, ni droits de propriété bien définis. Donc personnellement, je suis plutôt pour approfondir, dans certains cas, avec des exceptions dont j'ai mentionné certaines, la définition des droits de propriété de la nature.